Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouvel épisode. Samir, on va se parler de quel sujet aujourd'hui ? Alors, on va parler de la dérégulation émotionnelle. C'est quoi ce bazar, Julien ? Alors, c'est un bazar qui est quand même assez important et qui est aussi un sujet qui est de plus en plus étudié en fait dans le domaine de la psychologie et de la compréhension des troubles mentaux et comment est-ce que l'un peut amener l'autre ou inversement. Alors peut-être avant d'aller plus loin ici, simplement de te rappeler de liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner à ce podcast si ça n'est pas déjà fait. On compte sur toi et n'oublie pas que cet épisode, comme tous les précédents, est sponsorisé directement par l'Institut Merlin, qui est ton centre favori de formation pour être accompagné dans ton projet de certification et de réalisation de tes objectifs professionnels si tu as à cœur de devenir un ou une professionnelle de la relation d'aide et du coaching et de faire une vraie différence auprès de tes clients et de tes clientes. Donc si jamais tu as un projet qui te tient à cœur, que tu as envie de te former, que ce soit en PNL, en hypnose, en sophrologie, en psychologie positive, la branche scientifique, n'hésite pas à nous contacter, ça nous fera grand plaisir de te présenter les différents programmes qui s'offrent à toi, les options d'inscription et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Alors Samir, on se parle de la dérégulation des émotions ? Ouais, totalement. C'est quoi la dérégulation émotionnelle ? En fait, si on devait donner une définition assez simple, la dérégulation émotionnelle, c'est une difficulté justement à réguler ses émotions de façon adaptative. En gros, si on doit faire plus simple, si je dois vraiment simplifier tout ça, vulgariser, en fait, c'est une difficulté à gérer et à contrôler ses émotions. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir expérimenter des espèces de changements d'émotions très rapides, par exemple, sans pouvoir revenir à un état normal, c'est-à-dire sans avoir des outils ou la possibilité de pouvoir revenir à un état normal. Et parfois, ça peut être compliqué à comprendre parce qu'il y a des personnes qui comprennent pas, qui vivent, qui ont des problèmes de régulation émotionnelle et en fait, qui ne comprennent pas pourquoi, là, ça allait très bien. Et puis, quelques minutes plus tard, en fait, je suis en train de vivre limite un état dépressif, quoi. Alors effectivement, ça peut aller dans cette dynamique-là et on va s'en reparler, mais ça peut être aussi, parce que tu le précises Samir là, c'est que la dérégulation émotionnelle provoque la sortie de notre niveau de fonctionnement de base et bien comprendre que quand on nomme la normalité en psychologie, puis dans plein de domaines d'ailleurs, c'est que le spectre de la normalité est très 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 vaste. Ouais. Donc d'une personne à l'autre, il peut y avoir beaucoup de variations sans pour autant qu'on puisse dire en fait, tu as un problème. Non, il y a une variation de fonctionnement, de réaction et quand il y a dérégulation émotionnelle, ce qui se passe, c'est que tu fais l'expérience de patterns émotionnels et comportementaux qui t'empêchent d'être fonctionnel, qui t'empêchent d'être dans un mode de fonctionnement qui va être bénéfique et en particulier en lien avec la réalisation d'objectifs. Donc c'est pour ça aussi qu'on va peut-être sur ce terrain-là aujourd'hui pour ce podcast qui est toujours dans cette dynamique de la systémique du bonheur, de l'avancement, de la progression, de la réalisation, parce que un manque de régulation émotionnelle ou un trouble de dérégulation émotionnelle peut impacter grandement ta capacité à avancer, à aller de l'avant vers justement tes objectifs et ce que tu as envie de réaliser. Ouais, totalement, Julien. Peut-être, Julien, de donner quelques exemples de symptômes de dérégulation émotionnelle. Moi, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est les sautes d'humeur. Des fois, on a peut-être tous ce collègue, enfin, plus maintenant, parce que je travaille qu'avec toi, Julien. Comment ça Attention, hein. Il fut Attention, un temps. Attention. Il fut un temps très lointain, Julien, où j'avais moi aussi rattrape-toi. Ce collègue. Oh, fais pas chier, hein, c'est bon. Mais il fut un temps où moi aussi, quand je travaillais dans un open space, j'avais moi aussi ce collègue qui, un jour ça va pas, un jour il te fait la gueule, un jour tout va bien, il est content de ton travail. Et en fait, tu sais pas tu sais pas comment faire avec cette personne-là parce que tu dis hier tout allait bien,
Aujourd'hui, le Mhm. mec, il me fait la gueule, il y a plus rien qui va. Et ça peut être compliqué à gérer. Donc, il y a ces sautes d'humeur. Maintenant, ces sautes d'humeur, ils peuvent être en lien à beaucoup de choses. Ils peuvent être en lien aussi à des troubles tels que la bipolarité. Oui, ça peut être lié à plein de troubles. Et cet exemple que tu donnes, bah, il est effectivement représentatif d'un trouble de la régulation émotionnelle. Parce que si tu changes d'humeur comme de chemise, bah, c'est pas l'idéal déjà pour ta propre expérience de vie, mais C'est pour ça. ton environnement, c'est pas évident non plus. Mm. Alors, on peut peut-être aller un peu plus loin dans les exemples Bien avant sûr. peut-être d'aller explorer les différentes problématiques qui peuvent être liées. On va retrouver beaucoup d'impulsivité, on Mm. va retrouver des états anxieux, on va retrouver des états dépressifs, on va aussi retrouver des personnes qui vont être facilement irritables ou frustrées. Donc des personnes qui vont avoir un rapport à l'attente qui est très prononcé et que Ouais. quand l'attente n'est pas satisfaite, bah, il y a de la frustration ou de l'irritation. On va avoir aussi des comportements agressifs qui pourront ressortir chez certaines personnes. On peut retrouver de la manie ou de l'hypomanie. On va retrouver des difficultés à gérer le stress, à maintenir des relations qui sont saines. On va avoir des états dissociatifs qui peuvent se produire chez certaines personnes. On peut avoir des désordres alimentaires. On peut avoir des pensées suicidaires ou même des tentatives de suicide. Fait que la dérégulation émotionnelle, c'est pas juste j'ai des sautes d'humeur. Ouais. Ça peut vraiment aller beaucoup plus loin. Et c'est là aussi où, bah, peut-être que toi qui nous écoutes, bah, tu connais peut-être des personnes autour de toi qui ont des troubles de la régulation émotionnelle, mais peut-être que toi aussi tu fais l'expérience de difficultés à gérer tes émotions et que ça impacte tout ton système nerveux. Mm. Donc, certaines personnes vont démontrer toute une série de symptômes. D'autres vont simplement faire l'expérience de un ou deux items, en fait, de la liste que je viens de donner ici. C'est très variable d'une personne à l'autre. Et en fait, ça peut venir de plusieurs choses. Alors, je sais pas, Samir, si peut-être tu avais envie, avant qu'on touche Ouais. peut-être deux mots sur justement les troubles mentaux, en tout cas à ce niveau-là, pour simplement te donner un petit éclairage, mais est-ce que tu avais peut-être envie de nommer les quelques points qui ressortent le plus souvent comme étant les causes Ouais. finalement de cette dérégulation émotionnelle. Ouais, moi je pensais aussi à un autre exemple qu'on a, parce qu'on a fait un podcast récemment sur le sujet avec les Mhm. addictions. Alors c'était Oui. plus sur la pornographie par exemple. Mais on parlait Mm. des addictions aussi. En fait, les addictions sont aussi une forme de problème de régulation des émotions. Parce Tout à que bah, fait. les personnes, justement, vu qu'ils savent pas gérer leurs émotions, vont aller se réfugier en quelque sorte dans une addiction, alors que ce soit une addiction à une substance ou que ce soit une Mhm. addiction qui peut être virtuelle ou parfois même de la dépendance affective, etc. Comme Ouais. pour retrouver une certaine, je veux dire, un certain équilibre, mais en fait, c'est pas vraiment de l'équilibre, d'accord? C'est pour ça. C'est que pour soi, Ouais. c'est comme, je vais essayer de me protéger, je vais Mhm. chercher à retrouver un équilibre, mais c'est pas vraiment euh, un équilibre à ce moment-là parce que on vient comme soutenir la problématique, la renforcer. Ouais, et tu vois, je vais juste rebondir là-dessus avant de te laisser le reste. C'est Boing. que souvent, c'est euh, beaucoup plus en lien avec la gestion des émotions dites négatives Oui, plutôt c'est ça. Ouais. que la gestion des émotions qui sont positives. Et c'est là aussi où on voit bah, finalement que ça peut venir de tout un tas de choses, mais en particulier les zones du cerveau qui vont être impactées en fait par les points d'origine. Je vais te laisser les Ouais. évoquer ici, mais les points d'origine justement de cette dérégulation émotionnelle. D'ailleurs, Julien, pendant que tu Mhm. parlais, j'étais en train de me dire, tu sais, je repensais à ça, mais j'ai rarement vu quelqu'un, en fait, qui a des problèmes d'addiction et qui Mhm. se dirige vers son addiction après avoir vécu des émotions positives. Genre, ah, je suis trop content, je vais aller me bourrer la gueule. Alors ça peut arriver, Généralement, hein. Attention, ça peut je vais arriver. aller me On va sniffer un célébrer. rail de je ne sais pas quoi, d'accord, d'herbacha. Allez, d'herbacha. C'est Allez, de beaucoup l'herbe mieux. à chat, c'est parfait. Généralement, les personnes qui vont tomber dans ce genre d'addiction-là, il y a un malaise derrière. Il y a une problématique, il y a une grosse Mhm. problématique. Alors, Ouais, Julien, tout à fait. Oui. les facteurs, différents facteurs. Alors, on peut Mhm. avoir des facteurs génétiques. Et d'ailleurs, on en a parlé une fois récemment dans un podcast où on avait parlé justement de certaines personnes qui peuvent développer des troubles mentaux et qui peuvent le transmettre à leurs enfants. Alors, je parle de troubles mentaux. On parlait de troubles mentaux dans ce podcast-là,
mais tu disais par Mmh. exemple que ces personnes-là pouvaient plus facilement transmettre, Il y a un tu sais, au facteur travers de la génétique, ouais. génétique, les enfants pourraient Mmh. plus facilement développer de la dépression ou certains troubles. Ouais, tout à fait. Bah, il y a des liens, il y a des recherches effectivement qui sont faites là-dessus et Ouais, on se rend compte qu'il y a une transmission génétique, finalement où on a beaucoup plus de chances d'avoir des troubles qui vont apparaître chez une personne qui a une génétique prédisposée, à ce développement-là parce qu'on va retrouver chez les parents ou éventuellement 1 ou 2 générations avant, bah, ce genre de problématiques effectivement qui ressortent et la dérégulation émotionnelle peut faire partie, comme tu le nommes ici là, de facteurs génétiques qui vont rentrer en jeu, ouais, clairement. ouais. Il y avait un autre facteur auquel je pensais, ça pourrait être aussi des facteurs de santé. Je pense par exemple aux personnes qui pourraient avoir des dérèglements de la thyroïde. Ça peut jouer également dans les problèmes de régulation émotionnelle. Ouais, tout à fait. Ouais. Avec les états de fatigue et tout ça, c'est tout ce qui va il va rentrer en tout ce qui rentre en jeu. Ensuite, ça peut être les traumatismes dans l'enfance, les Ouais, traumatismes infantiles, comme les abus, les négligences, des expériences qui peuvent être vraiment traumatisantes, peuvent ouais. amener des problèmes, émotionnels, des problèmes de régulation émotionnelle. Une invalidation chronique des émotions, donc en gros, Julien, comme tu me l'avais expliqué, c'était lorsque, parce que moi ça me paraissait barbare ce terme, mais c'était lorsque, Mmh. en fait notre environnement, pouvait, comme venir entraver notre processus de gestion émotionnelle, comme pour nous dire: «Tu pas le droit de ressentir ceci, t'as pas le droit de ressentir cela» et Ouais, c'est ça. on en C'est parle souvent avec le racket émotionnel d'ailleurs. Ouais, ouais, complètement et puis c'est tu sais, c'est comme si tu regardais, bah, ton fils, puis tu dis à ton fils: «Arrête de pleurer, il y a que les filles Ouais, qui pleurent». Bon, bah, là, tu es en train de faire une invalidation, puis en plus, si elle est chronique, ça veut dire qu'elle revient tout le temps. Bah, ça veut dire que tu es en train de renvoyer un signal à ton fils, spécifiquement, que, bah, en fait, les hommes, ça pleure pas, puis c'est pas censé pleurer, puis c'est pas bien de ouais, pleurer. Et inversement, ça peut être aussi à ta fille de lui dire, bah, en fait, les filles, ça se met pas en colère, puis ça crie pas, puis ça tape pas des pieds, donc ouais, t'arrêtes en fait ton cinéma. Et ouais, en fait, tous ces, toutes ces attaques qu'on va avoir sur l'expression de l'émotion et qui vont ressortir comme une invalidation de l'environnement, de l'expression de cette émotion, bah en fait, ça peut créer un trauma qui, par la suite, va déclencher chez l'adulte une incapacité à gérer et à moduler efficacement ses émotions, et entre autres, par l'utilisation de raquettes émotionnelles, qui, on le rappelle, le fait de faire s'exprimer une émotion alors qu'on est en train de vivre quelque chose de différent, mais parce que dans notre esprit, dans notre apprentissage inconscient, bah, dans notre système, ça nous dit que c'est pas bon de montrer une émotion, donc on va la remplacer par une autre. Donc c'est vraiment ça le côté invalidation. C'est notre environnement en gros qui nous a appris, c'est pas bien de te sentir comment tu te sens. T'es pas censé vivre ça, t'es pas censé ressentir ça. ouais. Exact. Je pensais du coup aussi, tu sais, je parlais des problèmes de santé, comme par exemple un dérèglement de la thyroïde, mais tout ce Mhm. qui est lésions cérébrales traumatiques, des personnes Ouais, qui pourraient développer aussi des tumeurs au cerveau. Ok. ouais. Bah, D- c'est vrai que ce qui va jouer au niveau du cerveau, physiologiquement parlant, ça va jouer beaucoup, hein. C'est clair. Ouais, c'est ça. Et puis après, les troubles de la santé mentale, un classique, forcément. Bah, de toute façon, la dérégulation émotionnelle et les troubles de gestion des émotions, c'est quand même un élément qu'on va retrouver très souvent, justement, dans les troubles émotionnels. C'est pour ça que les émotions, c'est pas non plus, alors il faut faire avec parce qu'on les a, mais elles sont aussi vitales. Et d'ailleurs, on le dit suffisamment dans les cours, mais ne pas avoir accès à ces émotions et ne pas processer ces émotions de la bonne façon, c'est ne pas avoir une expérience psychique qui est complète. Et si elle n'est pas complète, bah, c'est problématique pour la suite. D'ailleurs, j'ai un élément aussi qui me vient en tête là-dessus, c'est le fait qu'on a grandi dans un environnement où nos parents, ou en tout cas les personnes qui s'occupaient de nous, qui étaient nos référents adultes, avaient une gestion émotionnelle qui était catastrophique. Ouais, Et c'est là aussi où c'est important de voir encore une fois l'impact de l'environnement. Parce que moi, quand j'ai 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, j'ai grandi avec des parents qui sont constamment en train de péter un plomb, de crier, de s'énerver pour un rien, de s'emporter à la moindre occasion, d'être frustrés, d'être en colère, de réprimer leurs émotions.
j'ai pas appris pendant mon enfance comment on faisait justement pour réguler ses émotions et que c'était pas c'est pas un bon exemple. Là, Mm. j'ai un truc qui me vient en tête, c'est moi je vais jamais pleurer devant mes enfants parce que je veux pas leur montrer. OK, c'est bien. Donc ça veut dire qu'en gros, tu montres que en fait, pleurer, ça n'existe pas chez toi et que Mhm. du coup, c'est pas censé exister chez eux non plus par extension et que c'est pas une bonne chose. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu pleures toutes les 5 minutes dans les bras de tes enfants? Non, mais c'est de pouvoir exprimer ouvertement ses émotions et de montrer aussi comment est-ce qu'on les régule. Comment est-ce qu'on fait? Quelle place on donne au fait de pleurer, d'être en colère, d'être triste, d'être frustré, et ensuite comment est-ce qu'on processe? Parce Ouais. que quand tu as un enfant qui se met à taper sur tout ce qui bouge quand il est en colère, c'est très probablement parce que il a le modèle familial qui va avec. Ouais. Très probablement que c'est aussi un apprentissage, et souvent qu'il y a un apprentissage qui est involontaire de la part des parents ou des adultes référents, mais qui par des micro-moments représente en fait ces apprentissages, et finalement tu te retrouves avec un enfant qui est complètement dérégulé et qui arrivé à l'âge adulte te tape un caprice et qui est pas foutu en fait de gérer son émotionnel. Alors on aurait presque envie de se dire l'autre c'est un pauvre con parce qu'il est pas foutu de gérer ses émotions. Si on prend un peu de recul, alors ça n'enlève peut-être pas l'étiquette, on connaît pas la personne, mais du point de vue de la PNL en tout cas, et pas que la PNL d'ailleurs, c'est aussi de prendre du recul et de se dire, si lui ou elle, à l'âge adulte, n'arrive pas à gérer son émotionnel, c'est son problème et ça nous impacte nous, donc c'est problématique. Mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans son apprentissage. Est-ce que la personne a ses propres défis? On pourra parler des troubles mentaux, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des apprentissages? Est-ce qu'il y a eu des exemples qui n'ont pas été bons? Ça n'excuse pas, ça ne justifie pas de pas travailler là-dessus et de pas s'améliorer là-dessus. Mais la dérégulation émotionnelle, ça arrive pas par hasard. Ouais. D'ailleurs, je pense aussi aux profils atypiques, Julien. Les profils Mhm. atypiques peuvent vivre aussi ces problèmes de régulation émotionnelle. Tu sais, je Oui. prends les hypersensibles, ils vont vivre des émotions très très fortes. Si en plus tu as de l'hypersensibilité émotionnelle, là, directement, ton environnement peut t'impacter, forcément, Mhm. parce que tu vas comme aspirer les émotions des autres, tu vas les ressentir, tu vas comme tu sais, fusionner avec elles, et tu comprends Mhm. pas forcément pourquoi, en fait, ça allait bien, puis d'un coup, ça va pas. Mais je pense aussi aux personnes qui ont des problèmes de ADHD. ADHD. C'est quoi, Julien, Les la troubles de traduction l'attention. d'ADHD déjà? Alors, c'est troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Exactement, c'est ça. Le TDAH, voilà. Mhm. Je viens de reconnecter avec l'info. Quelle idée d'habiter aux États-Unis aussi, hein? Quelle idée, Franchement, Julien. C'est t'arrives plus à ça. parler français. Je sais plus parler français et je parle Tu pas parles non plus la plus France. je parle pas forcément anglais très 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 bien par rapport à un anglais. Donc je sais plus rien parler en fait. Voilà. On est bien, on est bien. Tiens, on a une dérégulation du langage. Prochain C'est sujet. exactement ça, Julien. Mais oui, effectivement, il y a des profils qui vont être aussi touchés. Alors, il y a quand même des points qui peuvent faire écho dans le sens où toutes les personnes qui ont ces troubles-là n'ont pas eu des traumas spécifiques durant Mm. l'enfance, mais une partie, et pas une petite partie, des personnes qui ont justement ces profils-là, on retrouve chez eux des traumas qui ont été présents durant l'enfance. Ouais. Alors après, est-ce que c'est une disposition génétique et une disposition physiologique du système qui amène à? Est-ce que c'est des traumas dans la plus tendre enfance, ou en tout cas au cours de l'enfance, qui ont transformé un petit peu le mode de fonctionnement du cerveau et qui amènent ce genre de challenge, de défi? C'est quoi? C'est l'œuf ou la poule qui arrive en premier, quoi. Mm. C'est la question, et il y a des études qui sont menées là-dessus et on essaye de voir ce qui pourrait expliquer le plus, mais clairement on va retrouver justement des points. Donc là tu parlais des troubles de l'attention Ouais. spécifiquement ici. Il y a d'autres éléments auxquels on peut faire référence. Il y a les profils défiants qui vont avoir une opposition à l'autorité. On va Mhm. retrouver aussi cette difficulté et cette dérégulation émotionnelle. Bon, on a les troubles de l'humeur de manière générale, on a l'anxiété aussi,
On va retrouver ça beaucoup dans les troubles de l'alimentation, que ce soit avec ou sans vomissement, que ce soit de la boulimie, que ce soit de l'anorexie mentale. Toutes les formes, en fait, qui vont se présenter, on va retrouver des difficultés à la gestion émotionnelle. Tout ce qui était addiction, mais ça, tu en as parlé tout à l'heure, Samir, Mm. justement, de ce point-là. Et il y a aussi les personnalités borderline qui vont être quand même touchées par cette dérégulation. Et d'ailleurs, ça fait souvent partie du, du cœur des processus et qui peut amener le fait que tu es au bord de la ligne, tu pourrais basculer à tout moment de l'autre côté et perdre la structure de ta conscience et dévisser complètement. Mais donc tu fais l'expérience en fait de plein de moments dans ta vie où tu as plein de symptômes, tu as plein de comportements, tu as plein de trucs dysfonctionnels qui ressortent, Mm. mais tu restes du bon côté de la force, si on peut le dire comme ça, mais t'es sur le bord, là. Donc Ouais. si tu fais pas attention à ton hygiène de vie, si tu fais pas attention à ta consommation, si tu fais pas attention à tes habitudes, si tu fais pas attention à tes relations, si tu fais pas attention à tout ce que tu fais en fait, à ton sommeil, à tes habitudes, tu risques de passer de l'autre côté à tout moment parce il suffirait d'un truc pour que tu bascules en fait et que tu te retrouves avec des problèmes beaucoup plus euh, beaucoup Ouais. plus avancés. Mm. On va le dire comme ça. Ouais. Bon, merci Julien, du coup, pour ces précisions-là. Petite question, Julien, est-ce que ça Mhm. touche aussi les profils post-traumatiques et les profils bipolaires? Oui, c'est aussi une problématique qui va être présente chez eux parce Ouais. que, alors, chez la personne qui souffre de stress post-traumatique ou de PTSD en anglais, c'est que il y a un lien clair qui est fait et qui est très fort entre le trauma qui a été vécu ou la série de traumas qui a été traversée et la dérégulation. Et en fait, on ne sait pas aujourd'hui encore quel est ce lien exact, mais on sait qu'il est présent et on sait que ça joue un rôle très important. Et d'ailleurs, souvent dans les troubles post-traumatiques et ce stress en fait post-traumatique qui se produit, il est beaucoup plus présent physiquement que mentalement et il est pas rare qu'il y ait en fait un détachement mental de l'image, de l'objet, de ce qui se passe et que la réaction se transpose avant tout dans le corps et ressortent avant tout dans le corps. Mais les émotions, c'est pas dans notre tête, c'est dans notre corps qu'on le ressent. Bien sûr que ça impacte ce qui se passe dans nos têtes, évidemment. Ça a une place très importante, mais c'est aussi dans le corps que ça se produit. Donc, tout ce qui est PTSD, donc stress post-traumatique, on va avoir justement ça. Donc, pour le profil bipolaire, on va retrouver de la dérégulation émotionnelle, ça c'est certain. On va alterner, en fait, on va observer une alternance entre de la manie et de l'hypomanie. Donc des moments où on est sur le high, on est hyper engagé, on veut faire plein de trucs, on a plein de projets, on a plein d'envies, et puis on y va à fond, on est plus fatigué, on n'a pas envie de se reposer, on n'a pas le temps, on fonce. Et en fait, on va tomber après en hypomanie et dépression. Et on va se retrouver avec des émotions qui vont être plus complexes. Et en fait, si on regarde la répartition, alors si je dis pas de bêtises et que ma mémoire est bonne, mais si on regarde la répartition du temps passé sur les phases de manie et les phases d'hypomanie et de dépression, de mémoire, les phases d'hypomanie sont plus longues que les phases de manie. Mais je veux pas dire de bêtises, faudra peut-être aller refaire des recherches pour vérifier ça, mais il me semble qu'elles sont plus longues de mémoire et qu'en fait, déjà c'est un signe que t'arrives pas à bien gérer parce que un des points sur lesquels on travaille, par exemple avec les troubles bipolaires, c'est de s'assurer de limiter en fait l'amplitude d'expérience émotionnelle qu'on va avoir pour réussir à se réancrer dans une zone qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable, avec beaucoup moins d'amplitude. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que plus l'amplitude va être importante d'un côté, plus le retour de bâton va être important de l'autre côté. Donc si jamais je suis hyper stimulé par quelque chose et que je me laisse embarquer dans cette hyperstimulation, je vais probablement rentrer dans une phase de manie qui va durer un certain temps, et ensuite je vais me prendre un retour de bâton où là je vais descendre au fond du gouffre avec une intensité
au moins équivalente, sinon plus importante que la phase de manie que j'ai pu avoir. Donc c'est aussi d'essayer de comprendre qu'en fonction de nos réactions, c'est bien de réduire et de tendre à développer des comportements et des stratégies qui permettent de réduire l'amplitude émotionnelle sur laquelle on va naviguer. Parce qu'une personne qui n'a pas de problème de régulation émotionnelle, elle peut être dans des pics à certains moments, mais ces pics-là vont ensuite redescendre ou remonter, tout dépend si tu es dans le bas ou dans le haut, mais on va retomber sur une zone d'équilibre et qui en fait représente les patterns émotionnels avec lesquels on fonctionne le plus souvent. Ouais. Chez les personnes qui ont de la dérégulation émotionnelle, leur spectre émotionnel est relié directement à la nature des expériences qu'ils sont en train de vivre, internes ou externes. Et que selon ce qui va être déclenché, ça peut prendre des proportions plus ou moins importantes. Ouais, exact. Je pense aussi aux troubles alimentaires. C'est vrai que j'avais une amie qui est coach maintenant aussi, et qui avait des problèmes de troubles alimentaires. Alors, je crois qu'à de souvenir, c'était de l'anorexie et de la boulimie. Mais en fait, les problèmes de troubles justement alimentaires, comme l'anorexie, la boulimie, les troubles de l'hyperphagie, également boulimiques, en fait, peuvent amener aussi des problèmes de régulation émotionnelle. Et il y a plein de raisons pour ça. Je peux en donner quelques-uns. Il faut savoir que notre intestin est notre deuxième cerveau et que forcément, si on commence à le priver, qu'on commence à lui donner beaucoup de nourriture d'un coup et puis qu'après on le reprive, en fait, par exemple, les niveaux de glucose dans le sang peuvent jouer un rôle sur notre niveau d'énergie, sur notre humeur, sur notre capacité aussi de réguler nos émotions et aussi en fonction de ce qu'on va manger. Donc forcément, ça a un lien. Ensuite, il y a aussi l'altération neurobiologique. Forcément, quand on se prive de nourriture, quand on a des problèmes de troubles alimentaires, ça va altérer encore une fois notre neurobiologie, si je peux le dire comme ça. Et tout ça, en fait, ça va impacter notre régulation émotionnelle. On va avoir beaucoup plus de mal à gérer nos émotions. On va avoir des troubles de l'humeur. Donc voilà, ça peut être en lien. Et puis peut-être un troisième point que je pourrais amener, ce serait l'impact sur l'image corporelle. Quand une personne a des problèmes de troubles alimentaires, très souvent, l'image qu'elle se renvoie dans le miroir, l'image qu'elle a d'elle-même, va influencer encore une fois sa manière de voir les choses, sa santé mentale. Et ça va avoir un lien aussi avec justement ce problème de régulation. Je pense aussi à l'isolement social, forcément, qui revient aussi. C'est aussi en lien avec les addictions dont on a parlé tout à l'heure. Forcément, les personnes vont avoir tendance à s'isoler socialement, et l'isolement social va avoir un lien sur notre santé mentale, qui va avoir un lien sur nos émotions derrière. Donc voilà, c'est un des points qui peut revenir. On va y revenir tout à l'heure justement sur les stratégies pour mieux gérer ses émotions, mais prendre soin de son corps physique, c'est un élément qui va effectivement revenir, et du coup on peut faire un lien direct. Là où peut-être j'avais envie de prendre un temps, parce que c'est quand même un sujet qui est d'actualité, c'est au niveau de l'éducation des enfants. Ouais. En fait, au niveau de l'éducation des enfants, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on venait à prendre un extrême sur ce qu'on appelle l'éducation positive, où on va prendre en compte qu'effectivement le cerveau de l'enfant n'est pas encore mature à plein de niveaux, qu'au niveau de la gestion émotionnelle, c'est pas du tout ça, et qu'il faut l'accompagner et pas le réprimer, le punir ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi, ce qui est à voir, c'est que lorsque il y a des troubles de la régulation émotionnelle, souvent ça va être idéalement diagnostiqué chez les enfants, et ça va être présent chez des enfants qui vont avoir de l'irritabilité, des crises en fait émotionnelles, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques aussi, qui vont revenir de façon très sévère et très chronique. Et c'est là où il faut peut-être faire attention, parce que l'éducation positive ne devrait pas, en fait, placer le parent en mode c'est simplement mon enfant en fait qui fait l'expérience d'une difficulté de la gestion de ses émotions, mais qui en fait c'est parce que son cerveau n'est pas prêt, donc c'est pas grave, on continue de subir, on continue de supporter, et en fait il y a des choses qui doivent aussi nous alerter, parce que oui, un enfant qui va avoir du mal à réguler ses émotions parce que son cerveau n'est pas encore prêt, pas de problème.
Mais quand ça prend une mesure qui est beaucoup trop importante et que c'est trop récurrent et que ça se fait sur des choses qui techniquement ne devraient pas prendre une telle ampleur, ça vaut le coup de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ces difficultés-là chez l'enfant vont venir en fait d'un développement inapproprié de son système et d'une perception et d'une expérience disproportionnée des situations qui sont présentes. Donc, on reste effectivement à l'écoute, on accompagne l'enfant, bien évidemment, mais on fait attention à pas tomber encore une fois dans les extrêmes de perception, parce que je suis certain qu'aujourd'hui, il y a des parents qui sont en détresse parce qu'ils essayent d'appliquer à fond les stratégies que leur indique en fait l'éducation positive et en fait passent à côté de troubles que peut avoir leurs enfants et qui pourraient être pris en charge et qui pourraient être accompagnés différemment que par justement les stratégies et les théories qui sont présentées, parce que il y a une problématique sous-jacente et qu'il y a des choses en fait sur lesquelles on doit peut-être intervenir différemment. Donc j'avais envie de remettre un tout petit peu de lumière là-dessus, parce que bah c'est quand même important de, tu sais, si on veut accompagner de la meilleure façon possible, d'éventuellement faire le point sur est-ce que c'est normal ou est-ce que on est sorti du cadre de la normalité. Encore une fois, le cadre de la normalité est très large, très vaste, mais est-ce qu'on est arrivé à un stade où il y a d'autres choses qui ressortent et que ça vaudrait peut-être le coup de commencer à se poser des questions et vérifier si on peut pas avoir une approche différente. Totalement, totalement, Julien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points que tu voulais ajouter sur ça, sur les différents troubles qui, tu sais, qui pourraient, Non, bah globalement, c'est ça, c'est vraiment de comprendre que les émotions, elles sont au cœur de notre fonctionnement. Sans ouais, nos émotions, voilà, on ouais, n'est plus fonctionnel. D'accord, il c'est y a des ça. choses qu'on peut faire, oui, mais globalement, on n'est plus fonctionnel au sens de ce que la société attend d'un individu, en tout cas. C'est ça. Euh, on a des expériences qui sont en décalage. On a des troubles comportementaux qui vont ressortir. Trouble de la On peut mémoire, avoir des troubles de la mémoire, parce que les émotions et la mémoire, c'est quand même ultra mmh, connecté. l'apprentissage, L'apprentissage également, la parole, la ouais, connexion sociale, le fait de pouvoir aussi prendre des décisions, ouais, parce que sans émotion, difficile de prendre des décisions, qu'on en ait conscience ou pas. Donc, avoir, c'est aujourd'hui souffrir d'un dérèglement émotionnel, c'est une chose. Si toi qui nous écoutes, c'est ton cas, que t'en as pris conscience, bah, travaille dessus. Travaille à réapprendre à réguler tes émotions, à trouver des stratégies. On va te partager quelques éléments à la fin de ce podcast pour que tu puisses progresser, mais c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et que toute dérégulation émotionnelle, surtout si elle prend une ampleur importante, ça peut aussi amener en fait à avoir des comportements qui peuvent être dangereux, à la fois ouais, pour toi mais aussi pour les autres. Parce que quand t'as peut-être un ou une amie qui se fait tabasser à la maison par son conjoint ou sa conjointe, bah derrière c'est pas juste parce que c'est un gros con, une grosse connasse, c'est parce que il y a aussi un problème de dérégulation émotionnelle et que t'en viendrais pas à avoir ce genre d'attitude et de comportement si tu savais réguler tes émotions. Quand tu prends des décisions pourries et que t'arrêtes pas d'enchaîner les emmerdes les unes après les autres, et c'est peut-être parce que t'as un dérèglement au niveau de la gestion de tes émotions. mmh, Quand tu fuis en fait tes responsabilités et que tu te planques à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, c'est peut-être parce que t'as une dérégulation de tes émotions et que t'arrives pas en fait à remettre de l'équilibre dans ton mode de fonctionnement. Donc, on peut tous faire l'expérience d'avoir des moments de défi et de challenge au niveau de notre gestion émotionnelle, mais quand ça devient trop chronique, trop répétitif, que ça se reproduit dans des circonstances ou peut-être de manière plus large, c'est quand même important de se poser la question et de se dire, ok, mais est-ce que je devrais peut-être pas travailler sur ma gestion émotionnelle parce que finalement il y a un truc qui marche pas. ouais, ouais, vraiment, tu sais, même si aujourd'hui les émotions sont quand même diabolisées, faut le dire les choses comme ça, parce Encore qu'elles malheureusement, sont oui. mal vues. Tu peux pas être triste, tu peux pas pleurer, tu peux pas te mettre en colère, tu peux pas taper du pied. En fait, sans émotion, on serait des légumes en fait. On serait des légumes et comme tu dis, on serait dangereux pour nous et pour les autres. Oui, Et en fait, on serait complètement handicapé
si je devais dire les choses comme ça. Mais je parle vraiment, là, si je parle de handicap, c'est un Ah, handicap profond. Parce que tu ça vivrais serait pas, en vraiment fait. un handicap. Ah oui, mais Ouais. complètement. Ouais, Complètement. c'est comme si tu te faisais lobotomiser, au final, limite. Bah, en T'as pas fait, de ton conscience, t'as cerveau est pas pas de... fonctionnel. Ouais, Sans tes émotions, c'est ça, c'est que ton cerveau, il est pas fonctionnel. ouais. Alors oui, tu seras capable de faire tout un tas de choses. Ça veut pas dire que tu deviens complètement incompétent, impotent et que tu peux plus rien faire. Mhm. Mais d'un point de vue intégration sociale, expérience humaine, connexion, prise de décision, engagement, motivation, t'as tout qui est dans le tapis là. Ouais, Ça marche pas. ouais. Ça marche pas du tout. Mm. Exactement. Julien, est-ce que tu peux nous parler du test? Le test, le test. Le test. En fait, il y en a un en particulier sur lequel effectivement je voulais partager aujourd'hui, même s'il en existe plusieurs. Il y en a pas qu'un seul qui existe, mais il y en a un qui est super intéressant, qui est le DERS en fait, Le qui est DERS. les difficultés dans la régulation. C'est l'échelle de difficulté dans la régulation des émotions. Mm. Et en fait, ce test-là, il date de 2004 et il est composé de 36 items. C'est un test que tu passes toi-même. Donc c'est toi-même qui va répondre aux questions, qui va noter, etc. Et ça couvre 6 domaines différents pour justement mesurer dans quelle mesure, pour le coup, Mm. tu peux vivre de la dérégulation émotionnelle. Et je voulais parler de ce test-là parce qu'il nous donne 6 clés qui sont importantes et qui nous permettent de savoir est-ce que on est plutôt équilibré, ou est-ce que ça vaudrait le coup qu'on se pose des questions et commencer peut-être à travailler un peu plus sur notre gestion émotionnelle? Fait que le premier point, c'est ce qu'on appelle la non-acceptance de la réponse émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il se passe quelque chose, si ton premier réflexe, c'est de refuser l'expression émotionnelle, ça veut dire que tu as probablement un score qui est élevé sur ce premier domaine et c'est pas bon signe. Mm. Alors tu peux vouloir montrer plus tes émotions dans certains domaines plus que d'autres, mais si c'est étendu dans tous les domaines de ta vie, là, c'est très problématique. Donc, travailler sur ton acceptation de la réponse émotionnelle. Avoir envie de pleurer, c'est normal. Avoir envie de parler plus fort, c'est normal. Avoir peur, c'est normal. Avoir Mm. des inquiétudes, c'est normal. Donc, normaliser la présence des émotions et leur donner plus de place. Mais que ce soit chez toi ou chez les autres. Parce que peut-être que des fois, tu regardes les gens autour de toi et que tu te dis, c'est pas la peine de pleurer pour ça, là, c'est bon, respire, ça va aller. Et ça, c'est un signe de non-acceptance de la réponse émotionnelle. Et ça sent pas bon. Donc ça Mm. serait le premier point. Ouais. Ensuite, le deuxième, et ça, on va le retrouver par exemple dans les profils alors de troubles de l'attention, par exemple, mais on va aussi le retrouver chez pas mal de profils haut potentiel ou hypersensibles, c'est la difficulté à s'engager dans des comportements orientés vers un but. C'est-à-dire que je suis capable d'établir un but, mais ensuite passer à l'action et m'engager dans ce comportement qui va soutenir l'atteinte de mon but, ça, c'est probablement que tu as des difficultés à réguler tes émotions. Soit parce que tu as des émotions qui viennent en travers et qui sabotent ta capacité à passer à l'action, soit parce que tu es tellement détaché de tes émotions que, du coup, ta motivation et ton engagement dans le comportement ne fonctionnent pas. D'ailleurs, j'ai envie de faire un petit rappel ici de notre fameux index de computation qui est un outil propre à la PNL, qui nous rappelle que pour qu'une personne soit fonctionnelle et que son état interne puisse lui permettre, son état présent puisse lui permettre d'aller de l'avant, il faut qu'on ait les pensées, les comportements et les émotions qui soient enclenchés, les trois en même temps. Donc, ça nous rappelle des petites choses à ce niveau-là. Donc après, pour ne pas te prendre trop de temps, le troisième domaine que ce test met à jour, en fait, c'est la difficulté à contrôler l'impulsivité. Que ce soit dans tes prises de décision, dans tes réactions, dans tes choix, dans ton passage à l'action, si jamais t'es trop impulsif ou impulsive, commence à travailler sur tes émotions parce que c'est en lien direct. Le quatrième point, c'est le fait de pas savoir reconnaître et nommer tes émotions. Le manque, en fait, de reconnaissance de tes propres émotions et des émotions des personnes qui t'entourent, ça, c'est problématique. Alors, bien sûr, tu as peut-être un profil atypique qui fait que,
Bah, imaginons tu es sur le spectre de l'autisme, et parce que sur ce spectre-là, bah, on sait que ça peut être un des effets qui peut ressortir. Et bah, si tu rencontres des difficultés, tu rencontres des difficultés. Pas de problème. Mais on va essayer de faire en sorte de travailler à avoir cette attention et cette écoute, cette reconnaissance en fait de la présence des émotions. Donc ça, c'est le 4e point qui est évalué. 5e point, c'est les difficultés à accéder à des stratégies d'autorégulation en fait de tes émotions. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu vis des émotions, ça déborde et que tu ne sais pas quoi en faire et que tu n'as aucune idée de comment t'y prendre, eh ben ça veut dire que tu as un manque d'accès ou un accès très limité à tes stratégies instinctives de gestion de tes émotions. Il faut donc travailler dessus. Et puis le dernier point, et ça, je vais refaire un parallèle avec l'importance du langage, c'est le manque de clarté émotionnelle. Si ton vocabulaire en lien avec tes émotions est pauvre, ça veut dire que tu sais juste dire que ça va ou ça va pas, bah automatiquement tu vas avoir un manque de clarté sur tes émotions. Et moins tu es en mesure de pouvoir nommer spécifiquement ce que tu ressens, moins tu seras capable de les gérer. Donc si ton vocabulaire se tient à je suis en colère, je suis frustré, je suis triste, je suis content, eh ben, faudra pas s'étonner si tu as du mal à gérer tes émotions. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre, par exemple, l'outil de la roue des émotions et de voir, en fait, tous les noms et toutes les sortes d'émotions et de sentiments qui peuvent exister. Et la liste peut être très longue, mais plus tu es en mesure d'avoir de la finesse dans ton discours, dans ta capacité à verbaliser ce que tu ressens, plus ta gestion et ta régulation émotionnelle sera efficace. Et là, on retrouve encore une fois l'impact de la PNL, programmation neurolinguistique, l'importance de l'utilisation de la linguistique pour traiter, gérer et transformer ton expérience en tant qu'individu. Et ça, c'est en lien direct avec tes émotions. Donc maintenant que je suis parti en roue libre, Samir, je te laisse la suite. Maintenant, Julien, on peut parler des outils, justement, Absolument. qui peuvent nous permettre, ou des stratégies qui peuvent nous permettre de reprendre la maîtrise de nos émotions. Première, on en parle souvent, c'est là le fait de développer sa conscience émotionnelle. Parce que si on ne sait pas reconnaître nos émotions, si on n'apprend pas à les écouter, si on n'apprend pas à les accueillir, bah malheureusement, on va pas pouvoir poser des actions. Donc vraiment, la base, ça va être d'apprendre à les comprendre, à les écouter. Donc, tu as une émotion qui arrive, tu sais, pas besoin de la refouler. Tu la refoules pas, tu prends un peu de distance et tu prends le temps de, un peu comme si c'était un enfant, de questionner cette émotion. Qu'est-ce qui fait que tu t'es manifesté? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Et en fait, une fois que tu vas avoir les informations et les éléments du qu'est-ce qui fait que l'émotion s'est manifestée, ça va être beaucoup plus facile et tu vas déjà faire baisser un peu cette charge émotionnelle. En fait, il faut comprendre que nos émotions sont là pour nous donner un message, pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Lorsque les émotions sont dites positives, en fait, elles nous montrent qu'on est dans la bonne direction. Et que du coup, bah, elles nous récompensent. C'est une forme de récompense aussi. Par contre, lorsque les émotions sont dites négatives, même si on dit qu'il n'y a pas d'émotions négatives, d'accord, mais on les appelle comme ça. Toute émotion est positive, mais elle nous indique un message. Donc, lorsque c'est des émotions qui vont être désagréables, ben en fait, elles nous indiquent une chose, c'est qu'on va pas dans la bonne direction, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, et que du coup, il y a quelque chose à changer. Donc, vraiment, ça, c'est important de le savoir. Et derrière, ben, quand une émotion arrive, vraiment, tu prends le recul nécessaire, tu l'accueilles, tu lui laisses la place, tu la questionnes. Qu'est-ce qui fait que t'essayes d'étiqueter cette émotion? Ça aussi, c'est un point intéressant. Et tu l'as dit, Julien, l'un des outils qu'on pourrait te recommander, c'est la roue des émotions pour apprendre à étiqueter tes émotions. Clairement. C'est vraiment parce que, tu sais, il y a des gens qui ont des difficultés à aller mettre des mots sur leurs émotions. La roue des émotions peut te permettre de trouver l'émotion la plus proche de celle que tu vis. Maintenant, il y a un autre truc que j'aime bien amener, Julien, c'est que si tu n'arrives pas à l'étiqueter au travers de mots, que tu n'as pas une roue des émotions dans ta poche au moment où tu es en train de vivre ces émotions négatives, ces émotions désagréables, tu peux passer par la métaphore. Elle ressemble à quoi mon émotion? Tu sais, si ça devait être un objet, si ça devait être quelque chose, ça ressemblerait à quoi? Bah, en fait, passer par la métaphore peut être un moyen d'étiqueter nos émotions. Donc voilà, ouais, ça tout à c'est fait.
la Et base. tu vois, pendant que tu disais ça, j'ai été le Ouais. chercher là, comme ça je le montre à la caméra pour ceux qui verront la vidéo, mais Mhm. vous pourrez le chercher. Il y a ce jeu de cartes là. Alors là, Ouais. j'ai la Les version enfant. C'est la émoticartes. première version qui était sortie à l'époque, il y a quelques années, et qui est un super jeu de cartes. Ça s'appelle les Emoticartes, mais elles sont aussi présentes. Elles sont disponibles aussi pour les adultes, pour les parents, en fait pour tout le monde. Et c'est un excellent outil justement Ouais. pour augmenter son intelligence émotionnelle par le fait de savoir les nommer et les reconnaître. Donc, je conseille vraiment Emoticart, Mm. un super sophrologue en plus qui est à l'origine de cette idée, qui s'appelle Patrice Iacovella et qui travaille avec les enfants et qui lui-même en plus a vécu par le passé dans son enfance des difficultés par rapport à l'école, puisque je crois de mémoire qu'il avait de la dyslexie et des difficultés d'apprentissage, si je dis pas de bêtises. Si jamais je me trompe, Patrice, tu m'en voudras pas trop, mais il fait un super boulot Ouais. justement avec ça et super accompagnement pour les enfants. Ouais, bah, si tu nous écoutes, Patrice, nous on voudrait bien rentrer en contact avec toi et t'inviter à la systémique du succès, du coup. N'est-ce pas, Julien? Je vais lui envoyer un message et on va l'inviter. Parfait, nickel. Bah, bien joué, Julien. Effectivement, ce jeu de cartes peut être un moyen. Mais vraiment, tu sais, quand je parlais des métaphores, ça pourrait être même des personnages. Genre, tu sais, si t'as pas ce jeu de cartes, c'est comme si mon émotion devait ressembler à un personnage, elle ressemblera à qui, tu vois? Je sais pas, moi, tu sais, je penserais, moi, personnellement, la colère, je penserais à Vegeta, tu vois, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais vraiment, il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir et ça te permettra de mettre le doigt sur bah, l'émotion que tu es en train de vivre. Autre point, Julien, qu'on pourrait amener, je te laisse peut-être le Mhm. deuxième point. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour Ouais, dans une les stratégie? stratégies, ouais, bien Mm. sûr. Alors, on n'en donne effectivement que quelques-unes ici, Ouais. mais c'est important de voir qu'il y en a plein d'autres qui existent, puis qu'il faut que tu testes par toi-même aussi, hein. Mm. Le deuxième point, ça va faire écho. En fait, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Samir, D'accord. sur l'impact en fait de l'image du corps et du rapport au corps qu'on va Oui. avoir. Et que c'est important en fait de d'apprendre à diminuer notre vulnérabilité émotionnelle. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que on pourrait se dire ouais, faut que je devienne plus fort, faut que mon mental ça soit un roc, faut que ce soit du béton, faut que ce soit ultra solide. Ouais, mais il y a ton corps aussi. Si ton corps il suit pas et que t'en prends pas soin, le reste ça va se dérégler complet. Donc ici la deuxième stratégie c'est de prendre soin de ton corps physique. Alors, il y a un acronyme en anglais qui est intéressant et facile à retenir. C'est l'acronyme PLEASE, Mm. P-L-E-A-S-E, donc qui veut dire s'il te plaît. Et en fait, cet acronyme, il est intéressant parce il nous parle de, OK, il faut que tu t'occupes de tous les troubles, les difficultés, les douleurs que ton corps peut ressentir. Fait que tout ce qui est de l'ordre de la maladie, du trouble, des difficultés, faut que tu t'en occupes. Tu peux pas juste laisser ça dans un coin en disant bon bah je m'en occuperai un jour, je verrai ça plus tard. Faut que tu sois actif dans la prise en charge en fait des difficultés physiques et physiologiques que tu peux expérimenter. Ouais. Deuxième point, c'est le fait de manger correctement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu bouffes pas des trucs industriels préparés à l'avance. Tu fais pas des fast-food 4 fois dans la semaine. Tu sautes pas 3 repas sur 4. Tu manges pas des chips toute la journée. Tu bouffes pas des bonbons toute la journée. En fait, tu manges correctement. Parce que ça va être un lien qui est, qui est direct sur le fonctionnement de ton cerveau. Et surtout que l'alimentation est notre première source, en fait, de précurseurs pour que notre système nerveux puisse produire les neurotransmetteurs. Et que si tu as un dérèglement dans tes neurotransmetteurs, bah c'est la merde dans tout le reste après. Donc si tu veux la stabilité émotionnelle, faut que tu manges correctement. Si tu manges pas correctement, oublie ça. Oublie ça. Troisième point, c'est d'éviter tout ce qui va avoir un effet d'altération de tes états. Donc l'alcool, la drogue, les médicaments et tout, en fait, toute substance que tu pourrais consommer Mm. qui viendrait altérer ton état. Ouais. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, Samir, avec les addictions, peut-être que quand je vais pas bien, bah, je vais me servir un verre d'alcool. Peut-être que quand je vais pas bien, je vais me bourrer de sucre. Peut-être que quand je vais pas bien, je vais prendre un petit cachet par-ci par-là parce que ça me fait du bien. Peut-être que sur l'instant, ça te fait le plus grand bien parce que ça régule de façon artificielle ce que tu ressens et ce que tu as en conscience.
Le problème, c'est que tu fragilises de plus en plus ton système. Et que plus ça va aller, plus il va falloir que tu augmentes les doses, plus il va falloir que tu augmentes la fréquence, et plus, en fait, tu vas faire des expériences d'émotions de plus en plus négatives. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, par exemple, s'enfiler des pétards quand on est adolescent tous les jours parce que, on se cherche un peu, la vie est compliquée, on se pose plein de questions, on fait un peu d'anxiété, on fume, ça va un petit peu mieux. Mais en fait, plus tu vas fumer et plus tu vas être anxieux. Plus tu vas fumer et plus tu as des risques de développer des comportements paranoïaques. Plus tu vas fumer et plus tu as des chances de devenir schizophrène si tu le fais dans des années trop jeunes, en fait, de ton adolescence, de ta préadolescence. Fait que c'est pas bon. Donc, on évite toutes ces drogues-là, on évite toute substance qui vient altérer ton état émotionnel le plus possible. Ouais. Tu prends soin de ton sommeil et tu fais de l'exercice physique. Tu bouges, tu restes pas statique. D'ailleurs, il y a une étude qui est ressortie il y a pas très longtemps, je l'ai trouvée super intéressante. C'est l'impact en fait d'avoir le cul posé devant ton ordinateur toute la journée. Alors ça a un impact, c'est certain, mais ça peut être ton ordinateur ou ton bureau, peu importe. Et en fait, ce que nous démontre cette étude, c'est que te dire que tu vas aller faire du sport 2-3 fois dans la semaine pour compenser, ou que tu vas marcher un petit peu plus dans ta journée, en fait, ça ne compense pas la posture statique que tu as. Fait qu'il faut impérativement bouger le plus possible parce que tout état statique va avoir un effet qui va être néfaste justement sur ton équilibre psychologique et émotionnel. Et c'est triste à dire et c'est sûr qu'il y a tout l'aspect de l'âge, tout l'aspect de la dégénérescence qui peut être présente. Mais quand une personne rentre dans une maison de retraite, si jamais cette personne-là n'est plus du tout active, c'est-à-dire qu'on la sort de sa chambre, on la met dans un coin dans une pièce, on la récupère le soir, on la remet dans sa chambre, et qu'il n'y a rien entre les deux, pas de mouvement, pas d'interaction, pas de déplacement, pas de marche, pas de sport, rien du tout, on observe de façon systématique une dégénérescence qui s'accélère à vitesse grand V, et une personne, en l'espace de 6 mois ou 1 an, peut dévisser complètement parce que il y a tout ça. Alors, il y a l'âge qui rentre en compte, c'est certain, mais pas que. Donc, on fait attention. Je répète juste les points. On s'occupe de toutes les difficultés, de tous les troubles de santé qu'on peut avoir. On les prend en charge le plus possible. On mange correctement. On consomme pas de drogue qui transforme ou de substances qui transforment notre expérience émotionnelle. On fait en sorte de faire attention à notre sommeil et on fait de l'exercice. Ouais. Puis si on fait ça, on va améliorer justement notre capacité à vivre nos émotions, puis on va diminuer notre vulnérabilité émotionnelle. Ouais. Peut-être, je reviens sur un point, parce que les personnes qui nous écoutent, tu sais, je pense qu'ils sont suffisamment nuancés, mais je le ramène, tu sais, je reviens quand même dessus. C'est quand tu parles des médicaments. Bien sûr, c'est d'éviter les médicaments qui sont pas nécessaires. C'est s'il y a des médicaments qui sont nécessaires, Bien sûr. tu vois, pour ta santé, et sûr. qu'il y a un danger probablement de vie, ou alors peut-être que tu prends des médicaments aussi parce que tu es suivi par un psychiatre ou un psychologue. T'arrêtes pas du jour au lendemain, d'accord? Non, ça, on est d'accord. Par contre, là où, et c'est mon avis, je sais qu'il est partagé par plein d'autres Ouais. personnes et qui ne l'est pas par d'autres, puis c'est 100% ok. Fais tes propres recherches, Bien puis sûr. renseigne-toi. Mais si jamais t'es accompagné par ton médecin, que tu prends antidépresseurs, Ouais. anxiolytiques ou autres, peu importe, t'en as peut-être besoin aujourd'hui, puis c'est important de les prendre, ça va Mmh. soutenir ton système. Mais ça ne doit pas être fait sans qu'il y ait un accompagnement à côté. C'est ça. Parce que une thérapie toute seule, ça a des effets, mais moins que quand tu combines traitement et thérapie. Si tu prends le traitement tout seul, ça a des effets, mais Mais t'auras moi, pas les résultats de si tu combines avec un accompagnement, avec une thérapie, avec une revisite de tes habitudes, avec une remise en mouvement, tout un tas de choses. Et ça peut être très difficile pour certaines personnes. Donc, il y a zéro jugement, il y a zéro critique. C'est juste, te dis pas que parce que tu prends des petites pilules aujourd'hui qui font que tu ressens beaucoup moins les choses, puis que c'est quand même plus confortable, et que oui, t'as peut-être du coup plus de difficultés à dormir, et que peut-être effectivement tu connectes moins socialement, que t'as l'impression de ressentir moins les choses, mais finalement c'est pas si grave parce que c'était tellement dur avant que ça te permet de souffler. C'est pas la réponse.
Ouais. D'accord, ça réglera pas le problème. C'est Ça, ça. ça va juste faire que mettre en stand-by et laisser ton système continuer à se dérégler de plus en plus. Donc, vraiment, fais en sorte d'être bien accompagné par les bonnes personnes, par les bons programmes, puis responsabilise-toi autant que tu peux. D'accord? Des fois, on arrive à un stade où on n'est plus capable de réfléchir par soi-même, puis on est au fond du trou. Si c'est ton cas, bah, je pense même pas que tu seras en mesure d'écouter ce podcast de toute façon. Mais on est quand même, on peut prendre nos responsabilités autant qu'on peut le faire, en tout cas quand on a encore du pouvoir là-dessus. On le fait, on se prend en charge et on prend soin des choses, mais c'est un bon point, Samir, tu Ouais. sais, on n'est pas en train de dire arrête ton traitement si jamais t'en prends un. C'est C'est ça. pas du tout ce qu'on est en train de dire. Exactement, ouais. Je préfère, tu sais, l'indiquer parce Ouais, mais que après on c'est sait très bien. jamais. Ouais. C'est Je très pense très pour la bien. majeure Ouais. partie des gens qui nous écoutent, il y aura pas de souci, mais parfois on a certaines personnes qui pourraient peut-être aussi le comprendre peut-être de travers. Ça peut Mhm. arriver, hein, c'est humain, hein, c'est pas un jugement. Mais j'aime bien aussi le fait que Non, tout tu à fait. ajoutes derrière le fait que médicament sans accompagnement va être biaisé. Accompagnement parfois, encore une fois, parce que accompagnement ne veut pas Ouais. forcément dire traitement, mais pour les personnes qui ont besoin de prendre un traitement, accompagnement sans le traitement pour eux, ça va être biaisé aussi. Donc ça dépend encore une fois des gens, ça dépend de te faire accompagner, mais Ouais. c'est une dérive, Julien, parfois. Je vois des gens, encore une fois, c'est mon opinion, mais je vois des gens parfois qui sont accompagnés par des professionnels, et en fait, les professionnels vont juste leur donner de la médication, mais il n'y a pas l'accompagnement derrière. Il n'y a pas le comment tu peux faire pour gérer tes émotions. Il n'y a pas le je vais t'aider à comprendre comment fonctionnent tes émotions. Donc en fait, tu es en train de donner à quelqu'un des médicaments pour s'éteindre, pour se couper de ses émotions, mais derrière, Mhm. tu traites pas le problème en soi. Parce Tu que vois, c'est ça, tu l'aides pas à développer de nouvelles c'est stratégies, c'est puis ça. c'est, je sais même pas en plus dans quelle mesure, tu sais, c'est éthique d'avoir une approche comme ça. Alors attention, parce que il y a des professionnels de santé C'est ça santé mentale, qui vont t'accompagner à faire qui vont le ça. faire. Ouais. Mais après, faut que la personne, elle ait envie. Tu sais, c'est comme la personne qui va chez le physiothérapeute ou le kinésithérapeute une fois par semaine parce qu'il a mal au dos, parce que bah, son assurance ou la sécu prend en charge les massages. Et puis son kiné arrête pas de lui dire, ok, mais faut que tu fasses tes exercices, faut que tu fasses tes exercices, faut que tu fasses tes exercices. Mais la personne ne fait pas ses exercices. Ouais. Bah, c'est pareil. C'est exactement la même chose là. Fait qu'on doit se responsabiliser, mais on doit aussi s'assurer en fait d'avoir une personne en face de nous qui va nous aider à gagner en autonomie et à reprendre en fait en main les choses. Parce que sinon, je sais pas moi, tu vas voir un diététicien parce que tu fais que bouffer de la merde et tu veux manger correctement. Ton diététicien, il a ouvert une compagnie qui fait des plats préparés qui sont livrés à domicile et qui sont parfaitement calculés, macros, nutriments, etc. Bon bah c'est cool. En fait, t'as rendu ton client dépendant de toi. Et plutôt que l'éduquer et de lui montrer comment il peut faire et peut-être organiser plutôt des ateliers de cuisine pour apprendre à cuisiner, pour apprendre aux gens à prendre du plaisir à le faire, à s'organiser, à savoir quoi faire, dans quel ordre, etc. En fait, tu te retrouves avec des clients qui payent tous les mois pour avoir des plats livrés à la maison, qui sont certes équilibrés, mais qui en fait les rendent complètement dépendants en fait d'un système qui est hors d'eux. Et le jour où le système s'arrête, bah ils sont dans la merde. C'est ça, exactement. C'est Mais ça, bon, c'est d'aider c'est une un autre personne sujet. à On va pas s'engager là-dedans. ouais, aider une personne à pêcher, enfin apprendre à une personne à pêcher plutôt que de lui donner du poisson, quoi. Exactement. Autre point, Julien. Donc là, Oui, c'est un Samir. outil qui peut être utilisé justement, Vraiment. qui va passer aussi par la respiration. Il faut savoir que les exercices de respiration sont sympas aussi pour apprendre à gérer ses émotions et surtout à diminuer la charge émotionnelle. Mm. Donc, alors il y a un des exercices qu'on donne beaucoup à nos étudiants dans un premier temps ou à nos Mhm. clients, c'est la respiration carrée. Donc ça, c'est un truc qui est sympa, mais je te laisserai en reparler tout à l'heure parce que toi, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup en sophrologie. Mais là, l'un des outils qui revenait aussi, c'était alors l'acronyme, c'est le STOP. Bien sûr, c'est l'acronyme anglais, sinon ce serait le SROP en français. Et le Ça a beaucoup strop. moins de sens. Oh. Donc, donc, stop, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier, c'est un stop, bien sûr, donc de faire une pause. Tu as une émotion, tu fais une pause, tu prends un peu de cette distance. Vraiment, tu prends un peu de recul. Tu pètes un coup et tu vas te poser Voilà. dans un coin. Tu pètes un bon coup. C'est ça, totalement, Julien.
Puis, une fois que tu as expulsé cet air-là, tu refais la provision d'air, mais par ton nez, d'accord? Tu respires. Ça, c'est le T. T en anglais, c'est take a breath. Mais du coup, en français, ça serait prendre une respiration. Donc là, vraiment, tu respires, mais tu prends le temps aussi de, tu sais, pendant que tu inspires et que tu expires, d'observer ce qui se passe, d'observer cette respiration, l'air qui rentre, tu sais, les sensations. Peut-être que c'est, tu sais, quand cet air rentre, elle va être froide, chaude, je sais pas. Mhm. Tu l'observes passer dans tes poumons, puis ressortir. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le O, c'est observer. Donc, on observe, c'est quoi nos pensées, les pensées qui Mhm. traversent notre esprit, où est-ce que je mets mon attention, où est-ce que je mets mon focus, à quoi est-ce que je réagis. Donc, Mhm. ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec la conscience, le développement de la conscience. Le fait Ouais, justement de prendre le temps d'observer cette émotion, de la sonder, de la comprendre, de l'écouter. Donc voilà. tout à fait. Et puis aussi, quelles sensations, de voir un petit peu quelles sont les sensations qui me parcourent le corps. Est-ce que cette émotion, elle est dans le cœur? Est-ce qu'elle est au niveau de la gorge? Est-ce qu'elle est au niveau du ventre? Vraiment, est-ce que c'est une tension au niveau des épaules, du dos? D'observer ce qui se passe. Une fois qu'on a fait ça, donc le P, ça va être de prendre du recul. Donc là, ça va permettre justement cette prise de recul, de prendre de la hauteur et de voir les choses avec beaucoup plus d'angle. Parce que Ouais. lorsqu'on vit une émotion, on porte des œillères. On est focus Mhm. sur l'émotion. Il y a que ça, en fait. Il y a rien d'autre. Là, en fait, cette prise de recul, après avoir respiré, avoir observé, elle va permettre d'élargir ton champ de perception, de voir beaucoup plus large. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que ce problème. Il y a peut-être des choses aussi sympas autour. Il y a des choses qui, tu sais, ce problème va être dilué, en fait, si je pouvais Mhm. expliquer les choses comme ça. Donc, des questions que tu peux te poser pendant cette prise de recul, c'est euh, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir la situation? Ouais. Est-ce que, ou qu'est-ce que me dirait un ami de confiance par rapport à cette problématique? Quelqu'un en qui j'ai Mhm. confiance, ou un proche. Lui, qu'est-ce qu'il me dirait à ce moment-là? Comment il percevrait la chose? Ensuite, ça pourrait être aussi cette pensée qui me traverse l'esprit. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une opinion? Parce que très souvent, les pensées qui prennent de l'ampleur là, c'est pas une réalité, c'est une opinion, c'est une c'est une perception erronée parfois. Donc voilà, de prendre le temps. Et aussi, est-ce que cette explication, cette pensée, elle est raisonnable? Ou est-ce que je pourrais trouver quelque chose de plus raisonnable? C'est des questions qui sont intéressantes, qui permettent, en fait, quand tu regardes bien, ces questions, elles ont pour but de te dissocier de ton process de pensée à ce moment-là. C'est t'aider à prendre vraiment ce pas de recul, parce que quand tu penses à comment est-ce que je pourrais le voir différemment, qu'est-ce que me dirait un bon ami, C'est ça. est-ce que c'est un fait, est-ce que c'est une opinion, est-ce que il y a une explication raisonnable par rapport à ça, rationnelle par rapport à ça, et en fait ça t'oblige à sortir du rapport émotion-pensée qui est immédiatement présent dans ton système et de regarder d'un peu plus loin. Donc c'est des super questions. Et de toute façon, les questions, on aime ça en tant que coach. Ouais. Ah oui, bah oui. Mais c'est des super questions pour prendre du recul. C'est vraiment cool ce que tu partages là, Samir. Ouais, vraiment. Et puis peut-être après l'autre point, ce serait ça, ce que je suis en train de vivre là, est-ce que ce sera réellement important dans 6 mois? Est-ce que je ressentirai la même chose dans 6 mois? Est-ce que ça prendra toujours autant d'ampleur? Et là, ça permet Ouais. de prendre encore plus de recul, de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui est passager, ou est-ce qu'au Mhm. final, dans 6 mois, je vais vivre exactement la même chose et ça a vraiment de l'importance? Donc vraiment, Ouais. la puissance des questions, c'est quelque chose vraiment. Les questions sont hyper puissantes, et je pourrais même aller sur autre chose avec Julien, ce qu'on a amené Julien, c'est de Mhm. revoir ces questions avec attends, c'est pas les affirmations, c'est les informations. Julien, Mhm. peut-être t'as envie d'en parler avant que je donne les deux autres P. Oui, ben en fait, les informations, c'est une contraction de affirmation et de d'information. Mm. Et en fait, les A-formations, c'est ce qui est ressorti des travaux de Noah St. John. D'ailleurs, il a écrit un bouquin là-dessus, il a même fait des formations sur le sujet. Mais grosso modo, il part du postulat que le cerveau adore fonctionner avec les questions, qu'il Mhm. est constamment en train de répondre à des questions, et que le cerveau permet de connecter à l'expérience qui est contenue dans la question. Donc en gros, c'est que la réponse que je vais vivre se trouve dans la question que je pose. Ouais. Si je me demande toujours pourquoi je me sens pas bien, bah, la réponse qui est dans cette question, c'est je me sens pas bien. On enlève le pourquoi, on tombe sur je me sens pas bien. Fait que si je change mon questionnement, je vais changer mon expérience. Ça, c'est Mm. le postulat que fait Noah St. John.
Et quand effectivement tu vas te dire, bah pourquoi est-ce que je trouve une solution? Pourquoi est-ce que je me sens mieux? Comment ça se fait que la situation est en train d'évoluer? Qu'est-ce qui fait que demain je vais me sentir mieux et que je penserai plus à ça? Bah en fait, le cerveau va se mettre en fonction pour trouver la réponse, mais il trouvera la réponse qui viendra faire écho à celle qui est déjà présente dans la question. Hein, donc je le fais en très rapide, mais Mhm. c'est un peu ça le principe. C'est dis ce que tu veux vivre et mets la particule de la question juste avant. Ouais. Si tu as envie de te sentir bien, alors demande-toi pourquoi tu te sens bien. Et tu verras ce qui se passe. Ça va aider justement ton système à prendre du recul et à percevoir les choses sous un angle différent. C'est un outil qui est assez ludique, assez simple, mais qui en même temps est vraiment efficace. Ouais. Exactement. Et le dernier P, du coup, Julien, c'est Bah, je t'en pratiquer ce qui prie, reste fonctionne. poli. Contiens-toi, on est J'ai en une petite podcast rupture quand de même. pattern, Julien. Merci. Je t'en prie, on aime ça. Donc voilà, c'est pratiquer ce qui fonctionne et procéder. Et là, du coup, ça serait de se poser la question, c'est quoi la meilleure chose à faire en ce moment pour moi, pour les autres, pour la situation. Qu'est-ce que je peux faire qui va être en accord avec mes valeurs? On pourrait aussi ajouter les besoins, hyper Mhm. important. Et du coup, à ce moment-là, une fois que tu as été chercher les informations nécessaires, tu pratiques, tu mets en pratique, tu te responsabilises, tu passes à l'action. Complètement. C'est ça. Et tu vois là sur les points que tu donnes, bah, on retrouve encore notre index de computation. C'est ça, c'est ça. Il est encore présent. Très très important ce petit outil. Exactement. Alors je reviens peut-être vite fait puisque tu en as parlé tout à l'heure sur la respiration carrée ou d'ailleurs la respiration triangulaire parce que c'est deux types de respiration qui sont assez intéressantes. Alors ça nous vient pas spécifiquement de la sophrologie mais on peut l'appliquer en sophro puisque c'est des exercices de respiration qu'on va retrouver dans le domaine du yoga par exemple. Mais ça va être alors la respiration en carré c'est finalement ta deuxième étape dans ton stop. Ouais. La respiration carrée, elle va être intéressante. En gros, c'est imagine-toi que tu as un carré devant toi et chaque arête de ton carré, donc chaque côté, va représenter une action. La première en haut, ça va être un temps d'inspiration. Celle qui descend, tu retiens l'air. Celle d'en bas, tu souffles. Celle d'en haut, tu retiens. En fait, tu te mets en rétention, tu reprends pas d'air. Donc, j'inspire, je retiens, je souffle, je retiens. J'inspire, je retiens, je souffle, je retiens. Et tu fais en sorte de maintenir cette respiration-là pendant au moins une dizaine de fois. Idéalement, c'est minimum 20 fois qu'on le fait pour vraiment sentir une différence. Mais à partir de 10 répétitions, on commence déjà à sentir des effets. Ouais. La respiration triangulaire, si on veut tester l'autre approche, c'est j'inspire un temps, donc je monte sur le côté du triangle, j'expire un autre temps, je descends le long du triangle et je retiens l'air sur la troisième arête, sur le troisième côté du triangle. Et là encore une fois, l'idéal c'est minimum 20 fois, mais à partir de 10 répétitions, tu commences déjà à sentir finalement des effets positifs. Le point peut-être qui est souvent amené en termes de questions, est-ce que c'est mieux de respirer par le nez ou par la bouche? Mhm. Ou par Bon, ailleurs. ou par ailleurs. Alors, si t'as le nez qui est bouché, bah tu fais avec ce que tu peux. Si ton nez est fonctionnel à ce moment-là, que t'es pas en plein rhume ou allergie, bah tu respires avec le nez. En fait, le mieux c'est d'inspirer par le nez et ensuite d'expirer par le nez ou la bouche. Ça n'a pas tellement d'importance. En fait, pourquoi est-ce qu'on veut privilégier la respiration par le nez? C'est parce que les échanges gazeux qui vont se faire entre je respire par le nez et je respire par la bouche sont pas les mêmes. Quand tu respires par le nez, ça a un effet beaucoup plus calmant que quand tu respires par la bouche. Déjà parce que quand tu respires par le nez, tu as ton corps qui va produire par la respiration du monoxyde d'azote. Et le principe du monoxyde d'azote, c'est que c'est un anti-inflammatoire naturel. Donc si ton système il est en surchauffe, inspirer par le nez sera plus efficace que si tu respires par la bouche qui va provoquer d'autres choses et qui va au contraire, au lieu de calmer, d'apaiser, ça va faire qu'augmenter la pression et ça va en fait surstimuler ton système. Donc on va préférer l'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche, plutôt que de respirer par la bouche ou de respirer par ailleurs. Mhm. D'accord. C'est clair. Voilà.
Et puis je suis pas sûr que ce soit confortable de respirer par ailleurs. Enfin, voilà, par Bah, d'autres endroits. tu peux toujours, tu peux toujours essayer. Un point peut-être dans les moments où vraiment on est on a du mal à respirer parce qu'on est sous stress, etc. C'est directement. Alors, on n'est pas très loin de l'orifice qui te permet de péter, d'accord, mais c'est vraiment dans le bas du dos. C'est au niveau du bas de la colonne vertébrale. Il y a une zone qui respire énormément dans le corps et qui est justement dans le bas du dos. Et ça peut être intéressant, par exemple, de défaire ta ceinture, de descendre un petit peu ton pantalon, ton short. Si jamais il y a trop de pression sur cette partie-là et que tu as l'impression d'étouffer, bah, ça peut être bien aussi de libérer un peu de pression à ce niveau-là. Exact. Ça peut être une bonne chose. Ouais. Et on insiste sur le descendre un petit peu ton pantalon, d'accord? Oui, on t'a pas dit d'aller courir à poil dans la rue non plus. On sait Ou jamais, alors t'es Julien, dans on un camp de sait jamais. nudistes, tu fais ce que tu veux. Mais Tu sais, si t'es la dans grande... une ville qui ne prévoit pas ce genre C'est d'activité, ça. évite si tu veux pas avoir Je de dis problème. ça parce que la grande majeure partie des gens qui nous écoutent, je sais qu'il y aura pas de souci, mais des fois on a des commentaires de personnes, eux, je suis sûr et certain qu'ils seraient capables. Tu vois? Ah mais vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes grand, hein. Vous gérez, pas de problème. Genre, tu sais, la personne qui faisait blabla, je suis sûr et certain qu'elle serait capable de baisser beaucoup plus. Je ne sais pas. Ah bah je ne sais pas, je ne sais pas. Après, ses fonctions cognitives lui permettaient peut-être juste de marquer blabla, hein, c'est possible. Peut-être, ouais, peut-être. Moi, j'ai trouvé l'effort en tout cas très pertinent. C'est vrai, t'as raison. Tu sais, Tu je vois? reconnais l'effort qui a été fourni de cliquer sur notre podcast, d'ouvrir la boîte de commentaires, de cliquer sur le clavier et d'envoyer le commentaire. Ouais. Bah d'ailleurs, tu Faut au sais moins quoi? reconnaître l'effort. Moi, je Tu dis. sais quoi? Toi qui nous écoutes, on va t'inviter à aller sur YouTube, prendre le temps, ça prend 2 secondes, d'accord? Tu vas sur notre podcast et tu écris juste waouh, d'accord? Juste ça. Waouh. Waouh, exactement. Ça va être le mot magique. C'est Waouh. ça, le mot magique. On avait peut-être un dernier point, Julien. Oui, alors c'est un dernier point qui est peut-être plus en lien avec les difficultés que tu pourrais avoir si jamais il y avait des troubles psychologiques qui étaient présents. Ouais. En clair, c'est d'aller chercher des informations liées au trauma, liées aux difficultés que tu rencontres spécifiquement, pour comprendre quelles sont les méthodes qui vont être les plus adaptées pour réguler ton système nerveux et qui vont prendre en compte ta physiologie. Donc, on va retrouver bien sûr la pratique du yoga, la pratique de la respiration, la pratique de la méditation de pleine conscience, la pratique de la sophrologie, s'il vous plaît, méthode juste magique pour tellement de choses, et de voir en fait les stratégies qui se sont avérées être les plus efficaces dans l'accompagnement des traumas en fait qui ont pu se produire par le passé pour commencer à retrouver un système nerveux qui répond de manière beaucoup plus favorable et qui commence à s'auto-réguler avec plus de facilité. Ça peut prendre du temps, donc faut être patient, mais tester, trouver en fait ce qui vous régule, mais rappelez-vous vraiment des clés essentielles de notre stabilité en psychologie, nos habitudes, notre alimentation, le sport, nos relations sociales, le sommeil. Tout ça, là, c'est des éléments qui sont ultra, ultra, ultra importants. Ouais. Donc, prenez des infos, allez voir des professionnels qui sont correctement formés, testez différentes approches, mais travaillez à votre régulation émotionnelle. C'est une clé qui est tellement importante pour tellement de choses dans notre vie que, tu sais, on n'est pas des Vulcains, là. On n'est pas des Monsieur Spock en puissance. On n'est pas capable de fonctionner de manière équilibrée et bien cadrée si on ne traite pas les informations émotionnelles et surtout qu'on ne sait pas les réguler. Ça ne veut pas dire les enfermer au placard, ça ne veut pas dire les ignorer, ça ne veut pas dire les rejeter, ça veut dire les accepter, les prendre, les vivre, les comprendre, les utiliser, les gérer de façon à ce que ça puisse circuler avec beaucoup plus de fluidité dans notre système. Yes. Exactement, Julien. Bah, je pense qu'on a fait le tour, Julien. On a donné beaucoup d'outils. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. On a C'est été ça. Si tu inspirés. veux plus d'informations sur le thème des émotions, on avait fait aussi un podcast sur les émotions. Alors, c'était pas sur le même sujet, mais on explique ce que sont les émotions. Tout à fait, on Et a pris aussi, le on temps d'en donne parler. d'autres outils. Alors, je me rappelle plus du numéro, mais on t'invite à aller regarder. Comme ça, tu vas peut-être faire le tri dans la liste et tu vas trouver plein de podcasts qui peuvent te plaire. Exactement. Et tu Ça sera pourras l'écrire l'occasion. waouh sous YouTube aussi, encore une fois. Tu mets des waouh partout. C'est ça.
On va se retrouver avec des listes de waouh en commentaire à traiter. On va se faire ban après. Je prends peur. On va dire que c'est des robots puis que c'est pas des vrais commentaires. C'est ça. Bon bah écoute, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast. Aussi nous donner ton opinion, peut-être nous partager ton feedback sur ce podcast que tu viens d'écouter. Tu peux le faire sur YouTube, sur TikTok, mais aussi sur notre communauté. Si tu fais partie de notre communauté, n'hésite pas à venir nous écrire. Et puis aussi, peut-être de mettre nos 5 étoiles. On insiste sur nos 5 étoiles. On veut des étoiles dans les yeux. 5 étoiles, d'accord? Vraiment. Donc, en fonction de l'endroit où tu nous écoutes, que ce soit Spotify ou Apple Podcasts, mais vraiment de prendre le temps de nous laisser soit des étoiles, si tu peux avec un petit commentaire, waouh, d'accord? Et si t'as pas le temps, tu vois, ça c'est le commentaire express, Julien. Waouh. On est d'accord? Et vraiment, hein, tu verras que lorsqu'on aura eu assez de 5 étoiles, ben là, on pourra postuler pour avoir des fourchettes et puis avoir aussi des macarons Michelin. Oui. Bah, peut-être qu'on se fera inviter dans une émission de radio. Jamais. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un rapport entre les deux, mais c'est pas grave, on peut rêver. Ouais, il y en a pas, mais c'est ok, Julien. On est habitués tous les deux, d'accord? Absolument. On trouve des chemins là où il y en a pas. Toujours. C'est pas un problème. On y arrivera. Exactement. Et bah du coup, sinon Julien, je vais inviter nos auditeurs à croire au maximum en leur potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus que t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.